Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est SP Time numéro 30, l'émission du service des sports du Populaire du Centre. Et pour ce nouveau numéro, nous accueillons notre invité, l'ex-pivot du Limoges CSP, champion d'Europe 1993, Franck Butter. Merci Franck d'avoir répondu à notre invitation, sois le bienvenu. Bonsoir. De rien, bonsoir. Et pour nous accompagner, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Au sommaire de ce CSP Time numéro 30, nous commencerons par débriefer la lourde défaite du Limoges CSP qui s'est incliné 109-87 dimanche face à Dijon. Le deuxième quart-temps, nous étudierons les perspectives sportives immédiates du Limoges CSP avec un déplacement plus que périlleux à Gravelines dès vendredi. Le troisième quart-temps sera celui du débat et nous nous interrogerons pour savoir jusqu'à quel point une lutte interne au sein d'un club peut influer sur le sportif. Dans le quatrième quart-temps, nous enchaînerons avec une interrogation, savoir si le ressort ou pas est cassé pour Limoges CSP, s'il y a encore une perspective de play-off pour cette équipe. Et nous conclurons par les traditionnels top et flop. CSP Time numéro 30, c'est parti. On commence donc tout de suite par un retour sur ce match de Jeep Elite qui s'est conclu dimanche par une belle déculottée pour le Limoges CSP. En Bourgogne, c'était à Dijon. Alors Mathieu, tu étais là-bas. Clairement, le CSP n'a pas existé dans ce match et le dernier quart-temps, c'était carrément la débandade. Oui, je pense que ça a été le pire match du Limoges CSP cette saison, toute compétition confondue. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que 6 points de retard pour Limoges à la mi-temps, mais déjà, ils auraient dû en avoir une quinzaine, à mon avis, de retard. Et surtout, à la fin, c'est n'importe quoi. Ils ont lâché 109 points encaissés, c'était plus arrivé depuis 2003. Enfin, c'était affligeant. Franck, il y a beaucoup de choses qui ont interpellé sur ce match qu'on n'a pas forcément compris, des attitudes, pas mal de choses. C'était difficile de cerner cette équipe quand même de Limoges. Oui, surtout que d'entrée de jeu, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai senti qu'on allait passer à la trappe. Quand on voit que je crois que cette deuxième action, on voit Axel Julien rentrer dans la raquette et péter un dunk. Et là, je me dis, wow, rien que cette action-là, je me suis dit, on va galérer. Malheureusement, c'était la réalité. Donc, on a vu effectivement un Limoges qui pour moi, n'a jamais nous a donné l'envie de se dire, c'est bon, ils vont passer devant. On les a toujours, ils ont subi. Il n'y a pas eu un joueur qui a réveillé un petit peu ses collègues ou quoi que ce soit. On les a vus vraiment sans aucune solution. On a vu une défense, mais enfin, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, qui était catastrophique. On changeait, donc le petit se retrouvait avec des grands dessous. Et ce que je me dis, mais eux, ils arrivent à le faire. Pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? On tombe sur des joueurs qui sont méconnaissables par rapport à une certaine période, quand il y a eu le changement de coach. Donc là, je me dis, c'est hyper inquiétant parce que là, on rentre dans le dur parce qu'on a une période un petit peu facile, je dirais, par rapport à ce qu'on a connu, où il y a eu changement de coach, donc on a eu des résultats, ça nous a redonné l'envie et des attitudes. On a vu des attitudes qui ont été super intéressantes. Et puis là, on ne reconnaît plus le Limoges CSP. Kevin, Franck le disait, il y a des problèmes en défense, on l'a vu, mais il y a aussi des problèmes en attaque. Est-ce que quelque part, la paire de meneurs, elle est dans le dur, mais comme beaucoup de joueurs de Limoges CSP, est-ce que aussi elle porte une part de responsabilité sur les difficultés offensives de cette équipe de Limoges? Jordan Taylor a été l'homme du renouveau pour le CSP. On a beaucoup parlé du changement de coach qui avait fait basculer une série positive pour le CSP, mais je pense que Jordan Taylor y était pour beaucoup. Là, force est de constater que depuis la trêve, c'est son cousin qui joue même son arrière-cousin qui joue sur le parquet. Il est en grande difficulté. Ajouté aux difficultés récurrentes, et on l'a dit depuis le début de la saison, de Jonathan Roussel qui a dû faire 4-5 matchs de bons depuis le début de la saison, ça fait que nos meneurs sont à la rue et face à, par exemple, un Holston, il n'y avait pas comparaison et le Limoges CSP n'a pas pu exister dimanche, quoi. Il n'y a pas que face à Holston, même quand ils ont fait rentrer le petit Weber, il n'y a pas eu vraiment de baisse de régime de la part de la JDA. Alors c'était moins flagrant que quand il y avait Holston, parce qu'Holston, il a humilié Limoges à lui tout seul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le CSP peut arrêter aucun meneur de Jeep Elite. Surtout aussi, ce que je vois, c'est bon, même si Chassin est un bon joueur, mais on voit un gars comme ça qui met 20 points. C'est un gars qui, dès l'instant où on joue physique contre lui, il va s'écarter, il va reculer. Le mec, il va pas. Bon, voilà, c'est normal, il est jeune. Et on n'arrive pas à trouver des solutions. Les joueurs, on dirait qu'ils répètent leur basket. Il y a aucune. Ils vont jusqu'au bout des systèmes. Il n'y a rien. Il n'y a pas un shoot, rien du tout. Je vois les joueurs qui se déplacent beaucoup moins vite qu'avant. Dessous, alors, je vais prendre l'exemple. Malheureusement, je reviens en arrière sur Monaco, où on a commencé à trouver les pivots que sur le quatrième quart-temps.
c'est une équipe, on se disait, l'histoire de Saint-Mardo, bon, ça reste l'histoire de Saint-Mardo, ok, d'accord, mais j'ai l'impression qu'à Limoges, pourquoi on se fait chier, excusez-moi l'expression, de trouver un pivot. On joue sans les pivots. À l'intérieur, à un moment donné, Boutsélé, je trouve qu'il était bien parce qu'il apportait un petit shoot en tête de raquette et du coup pouvait se permettre de jouer en relation avec Samardo, même si il n'exploite pas, parce qu'effectivement, je pense qu'il a perdu confiance de toute façon. Il y a quelque chose où il a pris un peu de poids, je sais pas, mais il y a eu un problème. Donc résultat des courses, on joue sans pivot, c'est que des shoots à 3 points, que des shoots à 3 points. Donc quand Limoges les met dedans, on les gagne, on gagne les matchs, et quand ils les mettent pas dedans, on perd. Mais Franck, dis-moi si je dis une bêtise, mais la période où Boutsielé est très très bon, c'est surtout sur du pick and pop, c'est pas tant sur du jeu de haut panier, il n'est pas servi vraiment à l'intérieur, c'est plus des shoots en périphérie, comme tu l'as dit, c'est que du pick and pop. Oui, parce qu'on ne joue pas, on est incapable de jouer, de mettre la balle à l'intérieur. Je demande même pas de jouer sur le pivot et qu'il exploite et qu'il aille au panier, mais au moins que de faire bouger la défense. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, mais alors je sais pas, est-ce que le basket maintenant c'est que ça? Je sais pas, mais franchement, on se fait chier. C'est quoi le problème? C'est le problème des meneurs, c'est le problème du coach qui n'arrive pas à mettre ce jeu en place, c'est le problème des défenses adverses qui sont adaptées au jeu de Limoges. Il est où le problème? C'est un peu de tout. Déjà, on peut constater que cette équipe, elle est si on peut parler d'équipe, c'est des efforts individuels, c'est une équipe désunie, quoi. Il y en a 2-3 qui vont faire les efforts sur une séquence. Et après, qui vont se frustrer. Par exemple, on peut penser aux pivots qui vont se frustrer à un moment donné. On peut penser à Bouteille qui va se frustrer à un moment donné. À d'autres joueurs qui vont se frustrer à un moment donné. Et du coup, tu peux pas gagner un match à 2-3 joueurs et avec des efforts désordonnés et individualistes, quoi. Non mais Limoges aujourd'hui c'est trop soft, même sur le banc de touche on voit l'attitude de François Perronnet qui au départ dans la série quand tout allait bien on voyait un homme motivé sur le banc qui haranguait ses joueurs, qui convoquait des temps morts, qui pétait un câble, qui recadrait tout le monde. Même là dans cette période où rien ne va, même lui il est amorphe, on a l'impression qu'il réagit plus. Et justement, pour rebondir sur Mathieu, il faut juste comparer le match, donc moi je l'ai vu à la télé, les temps morts de Lognam, qui se fait revenir juste à -7. En fait, Limoges était qu'à -7, où il pète un câble, et Perronnet, où il est en train de prendre la marée dans le 4e quart-temps. Bon, ben les gars, on fait ce système, voilà. On le reconnaît plus. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, c'est usant quand on gueule tout le temps, quand un coach gueule après les joueurs, c'est usant. Mais... Enfin, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Limoges soit une grande équipe ou qu'on fasse notre match et puis après on rentre. Alors si on prend 20 points, je vous l'avais dit qu'on reprendra il y a d'autres matchs où on perdra 20 points. Non, à un moment donné, je me dis, il n'y a pas un joueur qui est capable de montrer qu'il en a ras-le-bol. Ça doit être sur une défense peut-être agressive, sur une grosse faute ou quoi que ce soit. Non, il n'y a personne. On dirait que les mecs, c'est leur attitude et on n'a pas besoin de faire des entraînements et des trucs super techniques si on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, ça se voit sur le terrain et ça se traduit. Je vois que les joueurs ont le ballon, on ne sait pas si ça veut ce qu'il faut en faire, s'il faut le faire la passe. Non, on va shooter. Il y a des shoots de prix, il y a des trucs des fois, mais c'est de la bouillie. Ça fait mal au ventre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de gestion là? J'ai regardé un peu le calendrier entre le match de Leaders Cup que Limoges perd mi-février. Et la veille du match à Dijon, il y a 34 jours. Et en 34 jours, le Limoges CSP a joué 2 matchs. En gros, il a joué Monaco et Nanterre. 34 jours, 2 matchs en 34 jours. Il n'y a pas un petit souci là? Ils ont essayé de faire un match amical, mais ça n'a pas été possible. Ils ont sollicité Boulazac, mais ils n'ont pas pu jouer en amical contre Boulazac. Maintenant, c'est le lot de la plupart des équipes du championnat. Il y a eu le top 8 à Trélazé. Dijon a participé au top 8 de la Coupe de France à Trélazé. Maintenant, il y a d'autres équipes qui n'ont pas joué ce week-end-là. Tout le monde n'a pas pris 25 pions et surtout 109 points dans la figure ce week-end. Hein. Alors, il y a 2 choses. C'est qu'on se dit, parce qu'en plus, il y a eu un match entre, et après de nouveau une trêve pour la Coupe de France. Il y a 2 choses. On se dit, c'est bien d'avoir du repos, d'avoir une coupure, d'avoir du repos pour pouvoir après aller loin au niveau des playoffs, parce que la saison n'est pas terminée. Donc, ok. Et après, on se dit aussi, c'est bien d'avoir du repos, pas de match pour pouvoir travailler. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas s'il y a du travail qui a été fait. Peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'en sort rien. Donc, la question, c'est de savoir où est le hic. Est-ce que c'est Je te rejoins quand tu as dit que l'entraîneur, je trouvais, moi, j'étais super content quand les premiers matchs qu'a fait le coach, Perronnet. J'ai trouvé les attitudes super et tout ça. Il arrêtait le mec au lieu d'aller sur le banc, il lui disait une ou 2 choses et tout ça. Il recadrait les joueurs gentiment et tout ça. C'était très, très bien. Mais on dirait que il ne faut pas se
froisser les joueurs, il faut pas les. Et à un moment donné, enfin, il faut foutre des coups de pied au cul, parce que quand on voit les attitudes, moi, ça me fout en l'air. Et bon, j'imagine, je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, malheureusement. Hein. Merci Franck. Donc le message est passé, des coups de pied au cul pour les joueurs du Limoges CSP. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. C'est la fin de ce premier quart-temps déjà. Voilà, c'est terminé. Pour ce deuxième quart-temps, nous allons parler des perspectives sportives immédiates du Limoges CSP. Et ces perspectives sportives, c'est un rendez-vous dès vendredi soir à Gravelines. Deuxième match consécutif d'affilée à l'extérieur. On a vu ce que ça a donné à Dijon. Alors, on est plutôt inquiet pour ce déplacement à Gravelines. Mais d'abord, cette équipe de Gravelines, elle était venue gagner à Beaublanc. C'était le deuxième match de la saison. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour cette équipe de Gravelines ? Gravelines ne fait pas une super saison. Ils sont à la lutte pour les playoffs. Ils sont à égalité avec le Limoges CSP. Ils n'ont pas fait tant de changements que ça. Ils ont recruté un petit meneur US, Kendall Anthony, qui met beaucoup de points d'ailleurs. Un profil de scoreur un peu comme David Holston, j'ai l'impression, même si je le connais moins, Kendall Anthony. Donc c'est pas forcément de bon augure ça. Mais Gravelines jouera normalement devrait jouer sans Alain Kofi, qui est écarté depuis le mois de février. Donc voilà, cette équipe de Gravelines sur blessure, ouais. Elle alterne le bon et le moins bon. Là, elle reste sur une défaite à Cholet de quelques points. C'est la lutte pour les playoffs, un peu comme le Limoges CSP. Ça va être un match très important pour les playoffs. Kevin, les forces et les faiblesses de cette équipe de Gravelines. Donc, a priori, dans les faiblesses, l'inconstance, puisque un peu comme Limoges, ils ont du mal à enchaîner les victoires. L'inconstance, et quand tu regardes l'effectif, j'ai envie de dire, sans trop m'avancer, qu'il manque peut-être un joueur de talent, un gros joueur de talent. Elle manque peut-être de talent sur ces ricains. C'est des bons ricains, c'est des bons étrangers, mais pas des très bons. Et sur ses forces, il y a quand même des joueurs rompus au joug de la JP Elite. Quand Mathieu parle d'Alain Kofi, c'est quand même un joueur expérimenté. Un certain Jean-Michel Mipoca qui a quand même joué, qui est passé par Limoges CSP. Un petit Benjamin Sen. En fait, il y a quand même des joueurs expérimentés. Et, ouais, moi je dirais en force, l'espérance. Il y a des joueurs expérimentés sur lesquels tu peux t'appuyer. Et faiblesse, peut-être qu'elle manque un peu de talent. Et aussi, elle fait preuve d'inconstance, malheureusement. Franck, là, pour le Limoges CSP, pour espérer gagner à Gravelines, évidemment, il va falloir un autre mental que celui qu'on a vu à Dijon. Oui, exactement. Il va falloir vraiment avoir un mental de battant, parce que le président l'a annoncé de Gravelines en disant qu'il voulait se qualifier, il jouait les playoffs, donc c'est clair. Chez eux, avec un public qui on connaît un peu là-bas Sportica, donc ça va être un match très très difficile. Il ne faut pas s'attendre à se dire c'est bon, Dijon ils sont au-dessus, ils sont plus forts que nous et tout ça. Maintenant on attaque Gravelines. Il y a un point d'avérage à essayer de récupérer. Donc je pense que ça va être un match hyper important. Il ne faut pas le prendre à la légère, parce que ils ont des joueurs quand même qui sont capables de mettre le feu. Donc il faut faire très très attention. Mathieu, ça va être le grand retour de Jo Roussel à Gravelines, son club formateur. Ouais. Alors, est-ce que ça peut le transcender ? Il faut l'espérer. Il faut espérer, parce qu'on l'a dit, hein, les deux meneurs du CSP ils sont dans le dur là, depuis quelques temps. En face, à Gravelines, il y aura Edgar Sosa qui en a mis 25 ou quelque chose comme ça à l'aller à Beaublanc. Gros joueur qui connaît bien Samardo Samuels, qui aura sans doute à cœur de briller. Il y a aussi Benjamin Sen, il y a le petit Kendall Anthony. Donc des meneurs tous capables de scorer. Donc le Jo Roussel, va falloir qu'il s'y colle, mais il ne faudra pas qu'il soit tout seul surtout. Kevin, là, après des longs jours sans match, là, le calendrier va un petit peu s'emballer. Est-ce qu'on peut espérer voir le Limoges CSP retrouver un peu de rythme ? Parce que ça a été souvent la bonne excuse. On n'a pas eu de match, on n'avait pas de rythme. Les autres en avaient, donc des fois, ils étaient plus ou moins dans la même situation que Limoges. Comment on peut retrouver du rythme, là, pour cette équipe de Limoges ? J'espère qu'ils vont retrouver du rythme, mais j'espère surtout que ce calendrier, on a dit que le calendrier était défavorable en enchaînant Nanterre, Monaco et Dijon. J'espère qu'avec un calendrier un peu plus favorable, Limoges va retrouver du rythme et surtout va retrouver des victoires. Là, le Limoges CSP affronte une équipe qui possède exactement le même bilan qu'elle. Gravelines a le même bilan de victoire et de défaite, donc il serait bien inspiré d'aller gagner là-bas à Gravelines dans la course au play-off, et pour pas perdre du retard justement pour être dans le top 8 en fin de saison. Moi je suis pas loin de penser que le perdant de ce match il fera pas les play-offs en fait, parce que pour moi les 6 premières places sont quasiment verrouillées. Il y a Bourg-en-Bresse qui a fait une bonne opération en gagnant à Levallois. Maintenant il reste des matchs, mais si tu perds à Gravelines, tu vas te retrouver à une victoire plus le point avérage à 2 victoires de Gravelines 8e. Ça va commencer à être très très compliqué.
Franck, là, au niveau des leviers qui peut rester actionnés pour François Perronnet, là, on en a parlé à Dijon, il nous a semblé un petit peu dans le dur comme l'équipe. Qu'est-ce qui peut parler de fierté, d'honneur, de dignité? Il faut qu'il pique ses joueurs au vif parce que là, si continue je dirais sur cette manière-là d'être juste le coach à dire prendre des temps morts et puis à expliquer sur la plaquette ce qu'il faut faire, ça va pas suffire. Je pense qu'il faut vraiment leur faire peur, leur dire que là-bas ça va être l'enfer. Enfin, faut aborder ce match-là comme, c'est malheureux à dire, mais comme un match de recoupe. C'est quand même que Gravelines, mais à un moment donné, et puis à partir de là, on pourra voir si. Je pense que c'est un match, comme tu dis, Mathieu, c'est un match hyper important. Donc il faut faire ce qu'il faut pour justement leur faire comprendre que c'est pas gagné d'avance, et puis qu'il faut qu'on retrouve nos joueurs et qu'ils jouent simple. Enfin voilà, et qu'on se base pas que sur des shoots extérieurs parce qu'on trouve pas d'autres solutions. Est-ce qu'il faut pas que ça vienne de plus haut aussi, un petit peu au-delà du coach, parce que le coach il est apparu un peu sans solution à Dijon. Est-ce qu'il faut pas un coup de gueule d'un peu plus haut, parce qu'on le voit, cette équipe elle manque de leader sur le terrain. Ouais. D'où ça peut venir un renouveau. Le souci il est que on parle au dehors de l'équipe effectivement, mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui sont rentrés dans le vestiaire en leur disant les choses droit dans les yeux, en leur parlant comme des hommes? Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que ça a été trop fait? Parce que bon, c'est vrai que les résultats, ça fait un bout de temps que ça dure quand même des mauvais résultats. Est-ce que les personnes qui vont faire ça sont suivies derrière? Effectivement, je pense que c'est hyper important de savoir. Bon, on ne le saura peut-être pas, parce que ça reste assez verrouillé. Parce qu'on parle des joueurs, effectivement, de l'entraîneur, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, mais il y a tout ce qui est autour qui est hyper important, et de comprendre que l'équipe, c'est tout, c'est aussi bien les joueurs que l'entraîneur et les gens qui sont autour. Et là, effectivement, s'il y a deux sons de cloche entre ces deux parties-là, bah, effectivement, on peut se sentir, les joueurs peuvent se sentir pas du tout motivés. Et puis, ils arrivent à la fin de saison. Là, voilà, si on ne fait pas les playoffs, on aura peut-être 2 mois de vacances, des choses comme ça. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est hyper important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est le cas? On ne sait pas, mais je pense pas que les gens soient restés comme ça à regarder les bras croisés. Franchement, j'ai du mal à croire. Je le pense pas. Je le souhaite pas. Donc on va voir. J'espère que après Dijon, ils ont pris une remontée de bretelles déjà. Et puis pour voir la réaction. Est-ce qu'on l'aura? Je le souhaite de tout cœur. Et puis après, ça va redonner un petit peu de joie, et même nous pour aller les voir jouer, parce que c'est intéressant de voir une équipe qui tourne bien, comme elle tournait à un moment donné au début quand Perronnet a repris les rênes. Finalement, on se rend compte d'une chose aussi, c'est qu'on parlait du leadership autour de cette équipe, mais il manque un vrai leadership au sein de cette équipe. Là. Oui. On n'a pas un joueur qui émerge et qui est capable d'entraîner les autres dans son sillage. Non, François Perronnet l'a pointé du doigt d'ailleurs dès le coup de sifflet final à Dijon. Cette équipe, elle n'a pas de leader en fait. Il y a personne qui est capable de tirer vers l'équipe vers le haut. Alors on a mis Jonathan Roussel capitaine de cette équipe, mais aujourd'hui il n'a pas forcément le rôle qui va avec sur le terrain. Ses performances, elles sont pas irréprochables. C'est pas de sa faute. Je dis pas que c'est un mauvais capitaine, mais c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui harangue. Le seul joueur qui surnage un petit peu, c'est Dwight Hardy, mais on voit bien que sa personnalité, c'est pas un cadre du vestiaire. Ça doit pas être un leader de jeu. C'est un leader de jeu, voilà. Mais c'est pas un leader de vestiaire. Donc cette équipe, elle se retrouve sans leader. Quand on a changé de joueur à l'intersaison, on aurait aimé que ce leader, ça soit Jordan Taylor finalement. Ça aurait dû être le leader, aurait dû être Jordan Taylor à mon avis, mais finalement il n'est pas. Alors après, pourquoi il n'est pas? Est-ce qu'il y a des problèmes internes dans l'équipe? Je sais pas. Il y a la situation de Damien Inglis dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission. C'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle un petit peu. Damien Inglis, il fait 2 matchs sans jouer et 2 matchs où le CSP prend une branlée, passez-moi l'expression. Donc François Perronnet explique que Damien Inglis joue pas parce qu'il est en deçà du niveau des autres. Il doit être bien bas alors. Hein. Le pauvre, il est. Notre unijambiste. Moi, ce qui me chagrine aussi, c'est une saison qui est hyper compliquée avec changement de coach et tout ça. Mais c'est qu'au début, je voyais un gars aussi comme Maïs qui était battant, qui était. Voilà, là maintenant, il shoot à 3 points, même si des fois il a des bons pourcentages ou quoi. Mais voilà. Après, j'ai vu Samuel qui, le public, elle a adoré parce que il jouait dessous physique et tout ça. Puis après, on l'a vu en deçà. Et donc, à chaque fois qu'on avait une personne, après, elle a abandonné. Donc, au lieu de tirer les gens par le haut, du coup, et cette personne-là se mettait au niveau des autres.
Donc c'est là où je me dis, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut se rentrer dedans et puis il faut se parler comme des hommes et jouer comme des hommes. C'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné, je vous dis, l'action là, d'Axel Julien, mais elle va me rester gravée, mais je suis resté la bouche bée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça, on n'a pas le droit de voir ça. On n'a pas le droit de voir ça. Il nous faut un mec qui sorte les marteaux. Et effectivement, l'histoire de Inglis, on sait pas. Peut-être qu'il y a eu autre chose ou quoi. Peut-être. Mais quand on est dans une situation où on touche le fond, ben tant pis, on fait jouer, on tente. Et puis voilà, parce que même si offensivement, on peut pas dire qu'il se soit... Des fois, il bouffe les ballons et tout ça, mais il essaye de défendre, il prend des rebonds, il emmène du rythme. On te l'a vendu comme ton meilleur défenseur. Et là, tu te passes de lui et tu restes sur ton match avec plus de 90 points de prix. Est-ce qu'il y a autre chose à côté ? Peut-être, et que ça, on veut pas en parler. Ok, peut-être. Mais moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner les matchs. Moi, on m'a assuré qu'il y avait ou rien de mettre autour. tout en place pour gagner les matchs. Même ses coéquipiers commencent à se demander pourquoi il joue pas. Eh bien, sur le mystère Damien Inglis, nous terminerons là-dessus ce deuxième quart-temps. Merci, messieurs. Ce troisième quart-temps, c'est donc le débat. Et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans la situation du Limoges CSP pour savoir jusqu'à quel point un environnement tendu, comme c'est le cas actuellement au Limoges CSP, un environnement, on pourrait dire, externe aux sportifs, peut influer sur les sportifs. Alors justement, Franck, on va d'abord s'adresser à toi. Est-ce que dans ta longue expérience de joueur, tu t'es rendu compte quelquefois dans des clubs où c'était un petit peu difficile au niveau de l'environnement, que ça pouvait influer sur les rendements de l'équipe ? Oui, de toute façon, il faut, ce que je disais l'autre fois, il faut savoir que l'équipe, un club, ça fonctionne avec les joueurs, l'entraîneur et puis les dirigeants. Après, tu me donnes la parole, mais j'aimerais savoir déjà où on en est. Ça, c'est la grande question. Mais savoir où on en est, parce que là, on est 2 mois à la fin de la saison régulière, merci. Et on se retrouve avec, on ne sait pas comment ça va se passer pour l'année prochaine. Donc déjà là, on voit très très loin. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc c'est un peu la grosse surprise. Et puis moi j'aimerais bien savoir pour pouvoir que le club puisse avancer et puis savoir éventuellement qui reste, qui part. Et peut-être que pour les joueurs, justement, ça peut jouer énormément, ça. Alors Mathieu, tu es un petit peu plus au cœur du réacteur. Quelles sont les dernières nouvelles sur l'évolution de l'affaire Céline Forté avec les actuels dirigeants ? Est-ce que les choses avancent ? Ça avance. Normalement, on devrait être fixé dans les 15 jours à venir. Donc, ça fait un moment que ça va être dans les 15 jours à venir. Ouais, mais là, normalement, les assemblées générales elles vont plus pouvoir être reportées. Donc, il faut, dans tous les cas, qu'elles aient lieu avant la fin du mois d'avril. Plus sûrement, elles pourraient avoir lieu mi-avril. C'est que Vincent Gladel, l'administrateur judiciaire, a rencontré le maire Émile Roger Lomberti. Il a aussi rencontré Alain Béral, selon nos informations. Donc voilà, il a fait le tour de la question. A priori, il doit convoquer prochainement les assemblées générales, de ce qu'on m'a dit. Ça pourrait avoir lieu d'ici le mois d'avril. Alors, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage là aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que les actuels dirigeants risquent de partir, ou est-ce que leur position serait plutôt confortée ? Honnêtement, j'ai entendu les 2 sons de cloche en pas longtemps, donc je vais pas me mouiller. On devrait en savoir plus, je pense, j'espère, d'ici la semaine prochaine. Voilà, mais je vais pas me mouiller aujourd'hui. Kevin, je me tourne vers toi. Au niveau des joueurs, on sait que les joueurs américains, l'amour du maillot, c'est quelque chose qui leur échappe totalement depuis longtemps maintenant. C'est peut-être pas les seuls non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur américain et même les joueurs français, de toute façon, les joueurs du Limoges CSP, peuvent se dire, bon, finalement, vu ce qui se passe autour du club, nous, on va se barrer et donc on fait plus d'efforts sur le terrain ? Moi, je l'aurais tourné autrement. Je pense qu'ils ont rien à faire moi, de mon avis, je pense qu'ils en ont rien à faire de ce qui se passe autour du terrain et qu'ils ont juste à produire leurs stats en fait. Que le dirigeant soit X ou Y, eux ils s'en foutent. Ils ont juste à sortir, comme disait Franck tout à l'heure, à sortir leur table sur les terrains et à jouer. Après, c'est la seule chose sur laquelle ça peut influer, c'est éventuellement les Français pour savoir s'ils vont être prolongés ou non, quoi. Il y a deux sons de cloche par rapport à ce débat. Je pense que peu importe ce qui se passe autour, ton rôle premier c'est de jouer, de produire et d'être performant.
Donc voilà. Et après, éventuellement, dans un autre temps, tu peux penser à ta prolongation. Mais les Américains, je pense pas qu'ils pensent à prolonger au CSP ou autre. Donc eux, ils ont juste à produire des stats. Et c'est ce que fait aujourd'hui Dwight Hardy. Dwight Hardy, je pense qu'il en a rien à faire de ce qui se passe autour du CSP. Lui, il fait son job sur le terrain. Et l'an prochain, je pense qu'il aura un contrat plus lucratif, ou j'espère pour lui, qu'au Limoges CSP. Franck, est-ce que on dit souvent que c'est vers la Leaders Cup que le mercato commence un petit peu. Est-ce que tu penses que là, il y a des joueurs du Limoges CSP qui ont déjà plus ou moins validé leur futur et qui donc, à partir de ce moment-là, jouent, comme dit Kevin, pour faire des stats et avec un collectif dont ils n'ont pas grand-chose à faire? J'aimerais dire que c'est ça. Comme ça, j'aurai une solution, enfin une réponse à mes questions, à me dire, bon, je comprends pourquoi les joueurs se bougent plus sur le terrain ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on revient à ce que je disais une période au siècle dernier, c'est que nous on jouait avec 2 Ricains. Et du coup, c'était beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, avec 5 Américains, où je te rejoins, où les mecs ils s'en foutent complètement. Après, ils savent très bien qu'ils vont aller soit en Espagne, soit en Italie, ou alors dans un autre club. Ils s'en fichent complètement. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que moi, j'ai connu des Ricains comme ça qui s'en fichaient, mais qui jouaient pour leurs pommes. Et j'ai pas l'impression que les joueurs là ils jouent pour leurs pommes. J'ai l'impression qu'ils trouvent pas de solution. C'est ça qui m'inquiète. Donc je me dis à un moment donné. Alors après on parle des joueurs et peut-être qu'aussi le coach il veut une proposition pour l'année prochaine ou quoi. On peut pas lui donner parce que actuellement on en est là avec le club. Est-ce que lui il aimerait se projeter? Voilà le problème il est là aussi, c'est que il y a les joueurs, il y a le coach. Donc voilà, j'essaye je prends tout, j'écoute tout pour savoir, essayer de trouver effectivement pourquoi il y a ce comportement-là. Mais effectivement, je pense que là, on est à une période où tu dis que dans 15 jours, ok, dans 15 jours, après, on va mettre en place, c'est vrai que ça va, hein, parce que du coup, en fin de contrat, au niveau des joueurs, des autres joueurs, il y a qui arrive en fin de contrat? Il y a les deux, William Howard, non? Non, William Howard, il est sous contrat. Jerry Boutielé, il est sous contrat. Ouais. Jonathan Roussel, je crois savoir qu'il est sous contrat. Ouais. Dans les Français, Bouteille. Il doit y avoir Bouteille qui est en fin de contrat et peut-être sans doute Damien Inglis. D'accord. Alors moi je voulais rebondir par rapport au débat. Pour moi le débat il a quasiment pas lieu d'être, quoi. On se posait pas la question en décembre si tout ce qui se passait en coulisses ça influait sur les prestations sur le terrain. Céline Forté elle a fait sa sortie donc, dans nos colonnes le 8 décembre. C'est la période où le Limoges CSP a été le mieux cette saison. C'est la période où il s'est qualifié pour le top 16. C'est la période où il a enchaîné les victoires. À ce moment-là, personne ne s'est dit c'est parce qu'il se passe des choses en coulisses. Non, parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de coach, il y a eu un nouveau joueur qui est arrivé. Donc voilà, donc il y a eu et le championnat était quand même. C'était des équipes qu'on avait, c'était pas les équipes qu'on a actuellement, Monaco ou quoi que ce soit. Oui, donc et on n'est pas à une période au mois de décembre, on n'est pas à une période à se dire là il y a 2 mois qui sont passés, 2 mois qui sont pas terribles. Et puis là, on se dit, merde, moi, il faut que je trouve du boulot pour l'année prochaine. Ouais, mais on l'a dit. Moi, je rejoins Kevin. Hein, franchement, on parle avec les joueurs. Les joueurs, ils sont contre-foot de ce qui se passe en coulisses. Que ce soit Yuri Verrieras, j'ai n'importe quoi, ou Céline Forté, le président du Limoges CSP demain, les joueurs, ils s'en foutent. Les Ricains. Même les Français, ils s'en foutent. Avant, à ton époque, c'est vrai que les Français, ils étaient dans un projet, ils jouaient au CSP pour plusieurs années d'affilée, ils étaient attachés au CSP. Là, aujourd'hui, les joueurs, ils viennent, ils s'en vont, peu importe le dirigeant, ça c'est pas important pour eux. Que ce soit important peut-être pour le coach qui attend une proposition, ça c'est possible. Pour les joueurs, encore une fois, les Français, la plupart des Français, ils sont déjà sous contrat la saison prochaine, que ce soit Céline Forté, que ce soit Yuri Verrieras, ça va rien changer pour eux. Les Américains, pareil, s'ils ont envie de partir, ils vont partir, ils sont tous en fin de contrat. Franchement, ils n'ont aucune question à se poser par rapport à ce qui se passe en coulisses. C'est bon pour peut-être Olivier Bourguin, pour François Perronnet. Alors les joueurs, eux, il n'y a que les terrains, les stats qui les intéressent aujourd'hui. C'est important pour François Perronnet quand même. Et alors, on a vu ce changement d'attitude là qui est quand même assez flagrant entre celui qu'il a été quand il gagnait et celui qu'il est maintenant alors que les défaites s'enchaînent et les grosses défaites. Alors est-ce que tu le disais, est-ce que lui, à son niveau, l'attente ou pas d'une prolongation, on a l'impression que ça peut influer, quoi. Et en plus, on a entendu des rumeurs comme quoi il ne serait pas renouvelé. Donc on s'interroge forcément sur son attitude. Je vais être très honnête, j'ai pas vraiment d'informations par rapport à la prolongation ou pas de François Perronnet. Ce qui est sûr, c'est que moi, son attitude, elle m'interpelle. Depuis le match à Nanterre,
Elle m'interpelle cette attitude. Il pose pas un temps mort pendant le premier quart-temps à Nanterre où on se retrouve rapidement à moins 10. Contre Monaco, il y a des choix qui sont un peu bizarres. Là, à Dijon, je le trouve honnêtement amorphe. On se prive de Damien Inglis, qui est soi-disant notre meilleur défenseur. Et pour l'instant, ça paye pas. Tous les postes 4 du championnat, Jarrod Jones font leur meilleur match face au CSP. J'ai l'impression. Jarrod Jones avec Monaco. Là, on a été à Dijon. Ryan Persson, il a mis 24 points. Chassang, record en carrière. Des joueurs qui évoluent à l'intérieur sur le poste 4. Et on joue sans Damien Inglis. On se prive de Damien Inglis. Donc moi, ça m'interpelle. La situation m'interpelle, mais encore une fois, j'ai pas... en train de dire qu'il fait tout pour pas se faire prolonger, en gros. Ah non, pas du tout. Non. Surtout, je veux pas que ce soit mal interprété. J'ai pas d'infos particulières, mais il y a des choses que je comprends pas. Mais après, moi, je me dis, un gars comme Gaëtan Roussel, Jonathan, pardon. Gaëtan, c'est chanteur. On marque va peut-être mettre chanteur, je ne sais pas. Mais du coup, je trouve que ça ne doit pas être facile dans sa tête. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand tu es à Limoges, vaut mieux gagner que perdre. Donc il est dans une situation où il s'est dit bon, moi j'arrive dans un club Gravelines moyen, je vais dans un grand club, et il n'arrive pas à jouer son jeu. Donc quelque part, il doit mal le vivre. Donc c'est pour ça que c'est pas par rapport aux coulisses, c'est par rapport au fait qu'il n'arrive pas à jouer son jeu. Oui, mais oui, mais on revient. Peut-être. Attends, quand on revient en arrière, on se dit bah oui, mais parce que le coach finalement il attend peut-être une réponse parce qu'il sait pas où il en est. Donc du coup, ça se reporte sur les joueurs. Ces questions, on se les posait pas encore une fois au tout début quand c'est une Forte, elle a fait ses sorties quand ça gagne, on se pose pas la question. Ouais, par mais contre, quand ça perd, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe en coulisses. Honnêtement, les joueurs, alors peut-être Jonathan Roussel qui. Les mecs sont quand même un peu pros quand même. Mais les trois quarts, je pense. Ils sont... Les mecs sont quand même un peu pros. Hein, et je sais qu'ils sont pas pros, ça n'a rien à voir. Mais non, mais qui ont une conscience professionnelle et tout ça. Contrairement aux Ricains, où je suis entièrement d'accord avec toi, qu'ils s'en foutent complètement. Mais à un moment donné, je me dis, ces mecs-là, ça doit être difficile à vivre. Et on revient à se dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas bien dans son jeu et tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être que le coach, du coup, il attend une réponse, et puis, ou alors il l'a eu et qui est négative, et du coup, il lâche le coup. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Parce qu'au-dessus, on lui a pas donné la satisfaction ou quoi que ce soit. Par rapport au coach, je suis d'accord avec toi, mais par rapport au reste. Bon, ok. Enfin, vivement 15 jours qu'on sache pour avancer. Voilà, donc rendez-vous dans 15 jours, peut-être plus ou peut-être moins, nous verrons bien. Non, de cette année. Hein. Voilà. C'est la fin en tout cas de ce troisième quart-temps. Dans ce quatrième quart-temps, alors on va peut-être un petit peu se répéter, revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais malgré tout, on peut quand même se poser la question, même si le match de Gravelines décidera aussi de beaucoup de choses, est-ce que le ressort est cassé ou pas pour ce Limoges CSP? Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette équipe, elle est morte. Elle va pas décrocher les playoffs aujourd'hui, vu les prestations qu'ils nous ont fait depuis la demi-finale de Leaders Cup. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans cette équipe. On a le sentiment que les Américains, ils sont déjà passés à autre chose, que les Français, ils pensent plus à la suite à l'intersaison, voire à la saison l'année prochaine. Donc pour moi, cette équipe, le ressort est cassé. Franck, qu'est-ce que tu en penses ? J'espère que tu te trompes. Et moi aussi, j'espère me tromper. Hein. Évidemment que les playoffs, ça serait mieux. Hein. C'est sûr que c'est pas encourageant pour la suite. On aimerait bien. On a eu un passage au milieu de la saison où on a repris. On était content de revoir une superbe équipe et tout. Et puis là, on est retombé dans les travers. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est frustrant. Donc à voir. Je le souhaite pas parce que franchement, on vibre pour ce club. On a envie qu'il soit en haut au niveau du championnat, mais malheureusement, on est obligé de constater qu'il y a quand même des gros couacs un peu partout dans l'équipe et puis au bord du terrain. Finalement, Mathieu, on dit le ressort est cassé, mais il a peut-être jamais été tendu finalement, parce que oui, si on regarde tout le début de saison avec Kyle Milling, c'était quand même laborieux. Il y a eu juste cette période très courte finalement avec François Perronnet où on gagne des matchs, on se qualifie pour le top 16, mais finalement on retombe vite dans les mêmes travers. Donc finalement, c'est peut-être juste un feu de paille et que la réalité de cette équipe, c'est qu'elle n'est pas bonne. Je pense que tu as tout dit, Jean-Christophe. On a eu un bon passage dans la saison. Sinon, cette saison, elle est juste galère. Alors moi, je ne vais pas dire que le ressort, il est cassé. J'aimerais répondre à cette question après le résultat du match à Gravelines, pour moi, qui va conditionner énormément de choses pour la suite de la saison. Parce que tu gagnes à Gravelines, après, tu n'es pas à l'abri quand même d'enchaîner 2 victoires à la maison face au Mans et Chalon-Reims, sans leur faire offense. Tu perds. Là, par contre, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment comment le CSP
va aller gagner à Gravelines après sa prestation indigeste ou indigne, je savais pas. Indigente aussi. Ouais, indigente, comme tu veux, choisissez. Donc je sais pas comment le CSP peut aller gagner à Gravelines. Et ce qui est sûr, c'est que ce résultat, il va conditionner la saison. Alors le ressort cassé, pas cassé. En tout cas, cette saison, elle est galère. Comme tu as dit, le CSP est inconstant. T'as pas eu beaucoup de moments pour t'enflammer. Beaucoup de moments de déprime. Voilà, donc c'est une saison à vite oubliée. Ouais, mais finalement, on est déjà presque en train d'enterrer cette équipe du Limoges CSP. Kevin, moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas l'enterrer si vite parce que la description que tu as faite en préambule, c'était exactement la même qu'en début de saison, à l'époque de Kyle Milling, où on se demandait où allait cette équipe, ce qu'elle pouvait faire. Et quand tu te poses la question à cet instant de la saison encore, c'est quand même que généralement tu vas pas très loin. Hein. Ce qu'elle pouvait viser. Après, par rapport au début de saison, on a eu deux changements, l'arrivée d'un meneur et l'arrivée d'un nouveau coach. Là aujourd'hui, il y a peu de leviers sur lesquels on peut appuyer. Éventuellement changer de coach. Je suis pas sûr que ce soit la volonté. Éventuellement changer de coach. Il faudrait que justement qu'on blesse un joueur ou qu'un joueur se blesse pour faire appel à un pigiste médical. Donc les leviers, ils sont peu nombreux. Après, moi j'ai envie de croire que tu peux créer une série dans le sens où ce qu'on disait en début d'émission, le calendrier va être plus favorable. Si jamais tu as le bonheur de gagner à Gravelines, tu reçois le Mans, tu reçois le CCRB, tu vas à Cholet, tu reçois le Portel. C'est quand même des équipes à ta portée. Enfin, c'est des équipes aussi, Cholet qui va jouer son maintien. Je suis d'accord, le Portel, ils vont jouer leur maintien aussi, mais à la maison, à Beaublanc, ça va être plus compliqué. Mais Cholet chez eux, en train de jouer le maintien, je pense que ce sera pas forcément cadeau. Enfin, il va pas y avoir beaucoup de matchs. Tu vas aller à Boulazac, ils seront peut-être en position de jouer les playoffs. Pas facile non plus. Enfin, aujourd'hui, tu vois les prestations du CSP, tu paries pas souvent sur eux à l'extérieur quand même. Hein. Il est peut-être plus facile de gagner à Cholet qu'à Monaco ou à Dijon, je pense. Oui, sur le papier, mais sur le papier encore. Faits, mais j'ai envie de croire que le ressort n'est pas cassé et que tu peux enchaîner si jamais tu as le bonheur de gagner à Gravelines. Parce que comme le disait Mathieu, si tu perds à Gravelines, je pense que ça peut être compliqué pour les playoffs. Hein. Ouais, mais maintenant, même si le ressort n'est pas cassé, même si tu gagnes à Gravelines, tu arrives en play-off. Si tu te qualifies, parce que pour moi, les 6 premières places, voilà, encore une fois, elles sont quasiment verrouillées. Donc tu te qualifies en 7 ou 8. Tu vas prendre l'Asvel ou Monaco avec un peu de chance, voire Strasbourg. Exactement. Tu vas faire quoi? Tu diras que tu es tombé face à une équipe plus forte, face à un budget plus fort. C'est un peu les excuses qu'on nous ressort depuis le début de la saison. C'est génial ça. Et ce qu'on nous a sorti l'année dernière. Voilà, tu fais top 4, tu as la 4e masse salariale, tu fais top 4, tu fais demi-finale, tu as réussi ta saison. Tu fais en dessous, tu as raté ta saison, tu fais au-dessus, c'est un miracle. Mais ça marche pas comme ça. Tu as le droit aussi dans le sport d'aller un petit peu au-delà du budget. Je crois que Dijon, ils y arrivent très bien tous les ans. Donc voilà, cette saison, elle est partie pour être galère jusqu'au bout. Oui, non, mais c'est clair. Je te rejoins. Parce que quand tu vois que tu finis, on va se qualifier, on accroche les playoffs. Ok, d'accord. On finit 8e, ok, on tombe contre Villeurbanne, on fait un tour, merci, au revoir. On se prend... Voilà, faut pas voir, faut voir la réalité en face. Donc du coup, j'aimerais bien, franchement, je souhaite qu'ils aillent le plus loin possible, mais à un moment donné, il faut voir les choses en face. Il faut admettre ça. C'est difficile de l'admettre quand on voit une équipe qui est blessée comme ça. Donc, moi, je me dis qu'on se qualifie pour les playoffs ou pas. Moi, je pense qu'il faut surtout travailler déjà pour l'année prochaine et puis tenir compte de ce qui s'est passé cette année, de voir le pourquoi, le comment. Et puis, peut-être des choses à régler en interne, sûrement. Donc, mettre ça sur la table et puis de dire, OK, on est tous dans le même bateau. Et je crois qu'actuellement, c'est pas ça. C'est que chacun tire la couverture à soi et on arrive à parler d'un Limoges CSP très, très affaibli. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient que le Limoges CSP représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce club, moi le premier, mais à un moment donné, il faut en tirer les conséquences de ce qui s'est passé et puis avancer, mais que ça serve à quelque chose, parce que malheureusement, on est souvent obligé de répéter tout le temps la même chose, et qu'à Limoges, il se passe toujours des trucs nulle part ailleurs, je dirais, donc c'est un petit peu gênant. Mais la réalité, c'est que vous l'avez dit tous, le ressort, il est cassé, messieurs. Mais si, puisque il tient son vous ressort êtes cassé. en train de nous dire... Non, la réalité, c'est toi, je pense qu'il l'a dit. La réalité, c'est que cette équipe, elle a été mal foutue depuis le départ. Je suis d'accord. Kyle Milling, ça se trouve, devant sa télé, quand il regarde le match à Dijon, il doit bien se marrer, parce qu'à un moment donné, tout le monde tombait sur Kyle Milling. Nous aussi, on est tombé sur Kyle Milling, et sans doute à raison parfois. Mais voilà, la vérité, c'est que l'équipe a été mal foutue, et que Kyle Milling, François Perronnet ou Sasa Obradovic, à mon avis, le résultat, il aurait été le même ou pas loin. Mais la réalité, c'est que, vous le dites, aller en play-off pour y faire quoi? Donc ça veut dire que quelque part, je pense que c'est ce mode de pensée, je pense que dans le club, et les joueurs, ils l'ont.
qu'est-ce qu'on va les foutre en play-off. Et donc, Non, voilà. parce que je pense que dans le club ils l'ont pas, tu vois, parce que faire les playoffs ou pas faire les playoffs, c'est peut-être que de la financièrement, symbolique. c'est pas la même Ouais, chose. sans parler de financièrement, je pense qu'au niveau de la symbolique, c'est important. Tu rates les playoffs, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que tu as vraiment bien raté ta saison. Ouais. Après, tu participes pour faire un tour, tu pourras dire ah bah c'était pas génial cette saison. C'est comme à un moment donné, tu faisais la Coupe Cora, que tu te payais des déplacements à je sais pas on est combien, à d'accord. 5000 km après Moscou, tu étais content, le club était content de faire ça, tu dépensais un fric fou, ça te coupait les pattes pour faire le championnat et tout ça, et puis finalement, ça t'apportait rien du Oui, tout. mais je Mais suis tu avais d'accord fait la avec toi, Coupe Cora, tu avais fait un tour, merci, au revoir. Je suis Donc à un d'accord moment avec toi, donné, est-ce Franck. qu'il faut que. Voilà, moi tu vois, il manque. Tu vois, Le Mans, ils ont un mec comme Dio, un mec. Antoine Eto'o. Eto'o, pardon. Eto'o, Eto'o ouais. qui rentre dedans, qui nargue un peu et tout ça. À Pau, que tu le veuilles ou non, il y a Cavalière. Voilà. Et ben voilà, nous manque pas grand chose. Enfin, je pense que. Je vais pas dire que c'est ça la solution, mais je vais dire, c'est ce qui apporterait quand même un plus, et peut-être que les mecs derrière, ils suivraient, et puis voilà. Donc on n'a pas ça de la part des Ricains, parce qu'on attend souvent ça de la part des Ricains, on n'a pas ça de la part des Ricains, mais nous, il nous faudrait trouver un mec comme ça qui ait des marteaux au bout des, Depuis le au bout des départ de bras, et puis Armand, voilà. t'as pas un mec, hein, carrément. Ouais, Un et Franck Alors, vous Butter parliez qui- de qui blessures, viennent 10 minutes, qui mettent des brins et puis qui réveillent une équipe. Bah oui, Non, mais ce à qui est l'époque, je m'en foutais. C'est vrai, hein, c'est pas bien pour les jeunes, mais je m'en foutais moi, de la réputation. Moi, ce que je voulais, c'était je défendais le maillot et je supportais pas qu'un mec rentre dans la raquette ou quoi que ce soit. Donc c'était pas, il y avait pas il y avait pas la manière, ça c'est clair. J'en ai pris aussi dans la tronche, mais je supportais pas que un ricain vienne dans notre raquette ou quoi que ce soit, parce que je suis souvent confronté à ces mecs-là avec les mentalités qu'ils ont. Donc voilà, c'est comme ça. Même quand j'en parle, ça me fout hors de moi, mais je suis content d'avoir fait ça parce qu'au moins j'ai fait en sorte de défendre le maillot que j'avais. Et pour répondre à ta question sur le ressort, si le ressort était cassé, tout à l'heure tu as parlé des joueurs, on a beaucoup parlé de François Perronnet dans cette émission. Force est de constater qu'aujourd'hui les joueurs n'évoluent pas au niveau qui sont le leur. On peut penser à William Howard, on peut penser à nos deux meneurs, on peut penser à Isaiah Miles, on peut penser à Samardo Samuels. Qui aujourd'hui évolue à son niveau, peut-être Dwight Hardy. Si on regarde l'ensemble des joueurs, je pense qu'on a raté ou on fait pas une superbe saison parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le creux, il y a beaucoup de joueurs qui ont été dans le creux ensemble. Voilà, et la faute à qui? C'est la grande question. En tout cas, c'est la fin de ce quatrième quart-temps. Merci, messieurs. Donc les tops, Mathieu, tu sais, c'est toujours moi qui commence. Hein, t'aimes bien ça, hein? Ouais. Comme ça, les gens ont le temps d'oublier, c'est bien. Donc mon top, je vais le donner à Laurent Leniam, le jeune coach de Dijon. Alors c'est vrai que c'est tout frais, mais à 41 ans, je trouve qu'il fait partie de cette jeune génération de coachs qui est en train d'arriver, qui est en train de prouver qu'avec des moyens qui ne sont pas forcément extraordinaires, ils sont capables d'avoir des super résultats, de faire jouer des équipes avec un beau collectif, de recruter des joueurs qui ne sont pas forcément connus, mais qui vont donner le maximum sur le terrain. Et en plus, il perpétue la tradition de Jean-Louis Borg au niveau de la défense, tout en mettant sa patte. Donc top à Laurent Leniam. Mon flop, c'est pour le Limoges CSP dans son ensemble. Donc je mets tout le monde dans le sac, les dirigeants, le staff, les joueurs. Et ils sont en train actuellement de nous montrer les pires choses que ce qu'on a vu depuis très longtemps. Ils ont sans doute toutes les meilleures excuses du monde. Mais en tout cas, c'est un groupe sans âme qu'on voit en ce moment sur le terrain. Des résultats pourris et donc des supporters qui sont quand même très patients, je trouve, qui vont devoir peut-être supporter ça jusqu'à la fin de la saison, peut-être sans play-off au bout. Donc cette équipe du Limoges CSP, c'est mon flop. On continue avec les tops et les flops. Franck, c'est à toi. Alors le top, je mettrais Sacha Obradovic qui arrive en France, qui arrive dans le championnat, parce que c'est une personne que j'ai côtoyée ici à Limoges, qui était très bien, un super gars, qui est arrivé dans un contexte pas évident, et je suis content qu'il en soit arrivé là avec une mentalité vraiment de gagneur, et puis la mentalité ex-yougoslave à fond la caisse, où il va toujours pester, il va toujours avoir rien que dans son regard, on sait ce qu'il pense, donc c'est extraordinaire ce mec. Donc chapeau à lui. Et puis le flop, je dirais c'est le cas Inglis, où on n'a pas toutes les choses en main, on ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours frustrant de se dire qu'on a quand même un gars sur le banc et que on l'utilise pas. La raison, je ne sais pas si c'est vraiment celle-ci ou quoi, mais c'est toujours gênant, surtout quand on voit le club dans l'état où il est en ce moment avec les résultats. Kevin, à toi, top et flop. Mon top, je vais le décerner à David Holston, le meneur de Dijon qui nous a fait l'amour dimanche soir. Au-delà de son talent,
Ouais, c'était beau. Au-delà de son talent, c'est le fait qu'il soit resté. C'est un Américain qui a fait le choix de rester à Dijon avec notamment son autre compère meneur Axel Julien. C'est rare des Américains qui décident de rester plusieurs saisons dans un club, sachant qu'il avait déjà fait un premier passage à Dijon. Et ça mérite d'être salué. Tout à l'heure, Franck parlait d'amour du maillot. Venant des Américains, c'est rare. Et franchement, un gros top à lui. Et mon flop, j'ai envie de le décerner à William Howard, dans le sens où l'an dernier, William Howard avait fait une très bonne saison. On pensait qu'il ferait encore une meilleure saison cette année, avant peut-être de voir encore plus grand dans les années à venir. Et force est de constater que c'est pas une saison terrible de la part de William Howard, où on a l'impression qu'il progresse pas. Il reste derrière la ligne à 3 points. En défense, c'est compliqué. On pensait qu'il progresserait dans l'agressivité vers le panier. Et William Howard nous avait montré de très belles choses l'année dernière. Et cette saison, il est un peu dans le dur, malheureusement. Après, juste pour William Howard, il est beaucoup trimballé entre poste 3, poste 4. Poste 1 même. Poste 1 aussi, il a dépanné. Il avait qu'une saison où il a un peu joué les couteaux suisses. Mais il n'empêche que je t'en rejoins aussi. Je trouve qu'il fait une saison décevante dans son ensemble. Mathieu, donc, enchaîne. Le top, c'est Dijon, ce club de Dijon. Donc, Kevin a décerné son top à David Holston, toi, à Laurent Leniam. Moi, j'ai envie de le décerner au club dans son ensemble, quoi, parce que chaque année, ils montrent qu'avec un petit budget, ils font des choses incroyables, quoi. Ils mettent la misère au CSP chaque année. Enfin, Dijon, il y a toujours un recrutement sympa, une équipe de mort de faim, enfin tout ce qu'on voudrait voir à Beaublanc. Dijon le réussit avec encore moins de moyens. Je trouve ça super. Et mon flop, ça va être la paire de meneurs du CSP là depuis quelques semaines. Jordan Taylor et Jonathan Roussel. C'est quand même très très compliqué. Alors c'est pas les deux seuls responsables de ce qui arrive actuellement, mais ça commence par eux. Faut qu'ils montrent l'exemple. Faut qu'ils soient meilleurs en défense sur pick and roll, surtout à tous les niveaux, qui montrent autre chose, parce que sinon le CSP va jamais s'en sortir. Et bien sûr, ces paroles très optimistes. Merci Mathieu, merci messieurs. De rien. C'est la fin de ce CSP Time numéro 30. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Vous retrouvez également sur ces deux supports l'intégralité de l'émission. Rendez-vous dans 15 jours. Salut. Au revoir. Au revoir.